Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au test d'un matériel, le NAS DS220+ de chez Synology. Pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait familiers avec la marque Synology, sachez que les références Plus constituent le haut de gamme grand public de la marque qui se décompose en séries Plus, Play, Normal, J et SE, de la plus performante à la moins performante. Les performances d'un DS de série Plus s'adressent donc aux personnes qui veulent faire un usage intensif de leur NAS avec un nombre important d'utilisateurs connectés en même temps et plusieurs tâches en temps réel effectuées en parallèle. Je vous propose donc de découvrir un petit peu les services que peut vous rendre ce DS220+ juste après l'intro. Pour ceux qui souhaitent une présentation du matériel, interne comme externe, je vous invite à aller voir la vidéo d'unboxing et de présentation que j'ai publiée il y a peu et qui devrait apparaître ici en fiche. L'installation est très simple et ne change en rien des autres modèles de NAS Synology déjà testés sur cette chaîne. Je vous renvoie donc pour ceux qui ça intéresse aux vidéos que je vais vous mettre également en fiche et qui traitent de ce point. Point fort, comme depuis quelques années maintenant, il détecte les disques précédemment installés dans un NAS plus ancien et propose de mettre à jour la partition système tout en conservant vos données et configurations principales. C'est pratique et c'est un gain de temps appréciable lorsque l'on change pour upgrader son NAS. Attention toutefois si vous venez d'un NAS qui ne prenait pas en charge le BTRFS et que vous souhaitez profiter de toutes les sécurités offertes par ce nouveau format de fichier, comme par exemple l'auto-réparation des données corrompues ou les snapshots rapides et flexibles, il faudra alors effectuer une sauvegarde de vos données et repartir de zéro, puisque rien ne permet pour l'instant de convertir une partition EXT4 en partition BTRFS sans la perte des données qui s'y trouvent. Son installation a été très rapide au demeurant puisque, entre la connexion à la prise électrique et à la prise réseau et un NAS avec un volume SHR opérationnel, il s'est déroulé environ 8 minutes seulement. Votre 220+ est donc prêt à être déployé extrêmement rapidement, même lorsque le démarrage se fait sur un système totalement vierge. Parlons un peu des performances de ce NAS avec les tests effectués en lecture comme en écriture, avec divers types de tailles de fichiers et avec ou sans chiffrement des données. Test effectué tout d'abord avec un seul lien gigabit, puis avec les deux ports utilisés en agrégation de liens. Lors de mes tests, j'ai réussi à obtenir des débits qui sont parmi ce que l'on peut attendre de mieux sur ce type de configuration, sans cache SSD, ni lien 2,5, 5 ou 10 gigabits qui sont absents. Le cache en écriture des disques est laissé, mais les tailles de fichiers et les cohortes de fichiers sont faites de manière à ce que ça les sature systématiquement pour pouvoir avoir des débits testés qui soient vraiment les débits des disques. Et l'ordinateur est lui connecté également avec une agrégation de liens gigabit pour que le transfert puisse être réalisé par l'explorateur Windows via du CIFS. Les données sur le PC sont hébergées sur un SSD très haute vitesse pour atteindre des capacités largement supérieures à celles qui seront mesurées pour le transfert de fichiers. Et enfin, le test est effectué 3 fois et ensuite moyenné pour éviter les erreurs qui peuvent arriver par des phénomènes extérieurs. Avec un seul lien gigabit utilisé, on oscille entre 1,9 et 109 mégaoctets par seconde en fonction de si l'on écrit ou lit les données avec ou sans chiffrement. On constate globalement que malgré un chiffrement matériel, les débits sont donnés avec assez peu de réduction puisque la réduction est de l'ordre de quelques mégas. Je vous laisse voir le graphe pour pouvoir vous rendre compte de l'effet. En agrégation de liens, on constate que les débits sont tout à fait comparables lorsqu'on copie des petits ou des moyens fichiers. En effet, on touche ici aux limites de débit pour ce type de fichier que permettent les disques magnétiques qui équipent notre NAS et il faudra donc utiliser des très gros fichiers de plus d'1 giga pour pouvoir bénéficier d'une hausse notable du débit via des liens agrégés qui s'échelonneront alors entre 178 mégas pour l'écriture chiffrée et 217 mégas pour la lecture non chiffrée. Pour augmenter les débits en lien agrégé sur des plus petits fichiers, il faudra opter pour du stockage sur SSD, ce que je n'ai pas pu expérimenter faute de disques personnels disponibles pour le faire, et faute de prêt de disques de ce type par Synology pour ce test. À titre d'information, sachez que le chiffrement de mes données de test déjà écrites sur le NAS, soit environ 16 Go de fichiers allant de 64 kg à 3 Go, m'a pris environ 10 minutes. En termes d'usage, même avec un DL Station en cours de fonctionnement avec plusieurs dizaines de fichiers en cours de partage, il m'a été possible de lire 4 flux 4K en simultané sur différents devices du même réseau. Précisons ici qu'il n'y a pas besoin de transcodage car c'était le device final qui s'occupait de ce travail, le NAS envoyant donc des données brutes. Précisons également que les 4 fichiers étaient des fichiers différents pour stresser un peu plus les disques qu'ils l'étaient déjà avec DL Station, et donc la prestation est plutôt convaincante lorsque c'est le terminal de lecture qui fait tout le travail de décodage. Pour le transcodage, nous allons y revenir ensuite en parlant des paquets additionnels avec Plex. En ce qui concerne la consommation, elle n'a jamais dépassé 20 watts avec les disques qui tournaient, un stress global important puisque le processeur était à 100% pour générer des miniatures de photos avec Photostation par exemple.
et une saturation du transfert des données. La mesure a été faite avec ma prise TP-Link H110. On peut donc estimer qu'un usage courant de ce NAS laissé allumé H24, il ne vous en coûtera malgré tout que 2 € par mois d'électricité. Cela reste donc extrêmement raisonnable et pourra être encore réduit en paramétrant correctement les horaires d'allumage et d'extinction ou encore l'hibernation des disques selon vos habitudes d'usage. Il est tout à fait possible de faire tourner des VM via Docker par exemple, ou un OS ultra léger de type LXQT, ou encore un serveur Plex sur ce 220+. Ce dernier s'est d'ailleurs à montrer plutôt véloce pour générer des miniatures et indexer de contenu vidéo stocké sur mon 220+. J'ai ainsi pu lire sans problème des fichiers 720p et 1080p avec des sons spatialisés, y compris en DTS HD Master Audio ou en Dolby True HD. Par contre, il m'a été impossible de lire un fichier en UHD 4K HDR10. Codé en H265, notre 220+ étant incapable de transcoder un tel fichier à la volée, même avec le PlexPass. Le PlexPass étant une condition nécessaire pour utiliser l'Intel Graphics UHD 600 intégré à son processeur. L'image était légèrement saccadée et donc peu agréable à regarder. Si vous comptez utiliser votre NAS en station de lecture vidéo avec du transcodage à la volée de fichiers de grosse qualité en 4K HDR, sachez donc que ça risque d'être limité et qu'il faudra compter sur du H264 sans HDR pour que votre NAS parvienne à les transcoder. Dans le cas de fichiers plus complexes comme dans mon test, il vous faudra oublier la possibilité de transcoder et disposer en fin de réseau d'un device nativement compatible pour pouvoir décoder le fichier par lui-même et aller chercher des données brutes via des LNA ou via les connexions réseau. Je remercie d'ailleurs Aurélien pour le test du PlexPass. Et donc, en termes de device, il faudra opter soit pour une Nvidia Shield qui faisait très bien le boulot, soit pour un PC. En termes de paquet, j'ai pu utiliser Cloud 5 pour sauvegarder ce 420J sur un espace en ligne de façon automatique, mais pas Cloud Station Server pour sauvegarder mes smartphones ou mes autres devices de façon transparente. Synology ne proposant plus de support pour les nouveaux NAS sur ce paquet, pour pousser Synology Drive, qui s'est par ailleurs avéré totalement fonctionnel. Synology Chat y était également fonctionnel, de même que Mail+ et Mail+ Station, ainsi que Mail et Mail Station. Donc ce DS220+ va pouvoir vous permettre de faire un serveur mail. Synology Office y est également fonctionnel et parfaitement fluide à l'usage avec 2 sessions connectées simultanément lors de mon test. On peut donc espérer travailler sur ce NAS de façon collaborative sans solution externe. De la même manière, Audio Station, serveur multimédia, Photo Station, Video Station ou encore Moments étaient totalement fluides et réactifs à l'usage. Même la création des miniatures des images m'a semblé plutôt rapide, ne me forçant pas à utiliser l'outil desktop dédié, faute d'une vitesse de génération suffisante. Enfin, signalons que ce 220+ est compatible avec Synology High Availability, permettant une redondance de NAS pour un autre serveur équivalent, qui prendra alors le relais automatiquement en cas de crash, ce qui n'était pas le cas du 218+ et des versions précédentes. Que dire donc de ce DS220+? Si vous recherchez un NAS fonctionnel, flexible et globalement à même de faire tourner tous les usages les plus conventionnels et aussi quelques VM légères, alors ce sera un excellent choix. Si vous souhaitez travailler à plusieurs dessus, multiplier les sauvegardes en parallèle de vos devices sur un réseau un peu développé, y compris en TPE-PME, ou encore l'utiliser pour visualiser du contenu audio ou vidéo jusqu'à de la 1080p, aucun souci. Vous bénéficierez en plus de l'excellence de DSM avec son UX particulièrement adapté, foncé. Pour tout ce qui va être 4K par contre avec du décodage matériel, il faudra opter quand même pour avoir en bout de ligne une Nvidia Shield ou un PC pour s'en occuper. Et sinon, le NAS risque de montrer là ses limites. Si vous avez une série J, une série Play ou une série normale, vous pouvez effectivement passer sur ce 220+ sans problème. L'upgrade me semble absolument intéressant. Si vous disposez d'un 216 ou d'un 218+, je trouve que le gap en termes de performance n'est pas suffisant pour justifier le remplacement pour un 220+. Par contre, si vous avez un 214+ ou des séries avant, là pour le coup le gap en puissance sera intéressant et en plus vous aurez la possibilité d'utiliser le BTRFS, ce qui n'était pas le cas sur votre NAS actuel. J'espère donc en tout cas que cette vidéo de test vous aura plu, vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur Tipeee et sur Utip pour soutenir la chaîne financièrement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.